Bonjour. Nous sommes le jeudi 13 août 2026. Et avant de poursuivre cette émission, permettez-moi de vous rappeler une nouvelle fois de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. Eh bien, je pense que l'événement le plus important des dernières 24 heures concernant le conflit en Ukraine, qui est, selon moi, l'événement géopolitique le plus important à l'heure actuelle. Enfin, je pense que l'événement majeur de ces dernières 24 heures a été la poursuite des frappes russes de drones et de missiles dans la région d'Odessa. Elles ne visent pas seulement les ports ukrainiens de la mer Noire, même si ces attaques se poursuivent avec la même intensité qu'auparavant. Elles frappent désormais aussi des cibles ukrainiennes à l'intérieur des terres, plus à l'ouest, plus près de la frontière roumaine. Et plus précisément, les ports de Reni et d'Izmaïl, qui relient tous deux l'Ukraine aux réseaux fluviaux du Dniest et à terme du Danube. Or, je dois préciser qu'Izmaïl est un lieu très célèbre dans l'histoire militaire russe. Au XVIIIe siècle, on y trouvait une forteresse ottomane réputée imprenable. Elle a pourtant été prise par les Russes sous le commandement du principal ministre de Catherine, le prince Potemkin, et de son principal général, le général Souvorov. Celui-ci reste encore aujourd'hui une grande figure héroïque de l'histoire militaire russe. Mais tout cela appartient au passé. Aujourd'hui, Izmaïl et Reni doivent sans doute plutôt être considérés comme faisant partie de l'ensemble ferroviaire, portuaire et routier qui relie Odessa au territoire de l'Union européenne, à la Roumanie et, au bout du compte, à la Pologne et à l'Europe centrale. Tout cela indique une tentative russe soutenue de couper toutes les liaisons de communication et de transport dans toutes les directions vers Odessa et les grands ports maritimes qui s'y trouvent. Et s'agissant de bloquer complètement le transport maritime ukrainien, les Russes y sont parvenus en juillet, de l'aveu même des Ukrainiens. Aucun navire marchand n'a quitté les ports ukrainiens de la mer Noire depuis le 22 juillet. Le Financial Times, d'ailleurs, vient bien long indiquer cette situation à Odessa. Comme toujours, et comme on pouvait s'y attendre de la part du Financial Times, le journal essaie de présenter une image positive de résilience sous les tirs à Odessa. Il parle de nombreuses personnes qui se pressent sur les plages autour d'Odessa, ce dont je ne doute pas, et de boîtes de nuit qui continuent de fonctionner normalement le long du front de mer. Et encore une fois, pourquoi pas? Ce n'est pas comme si les plages et les boîtes de nuit risquaient d'être des cibles russes. En fait, vu tout ce qui se passe à Odessa, je dirais qu'à l'heure actuelle, ce sont probablement parmi les endroits les plus sûrs de la ville. Mais même le Financial Times ne peut pas faire abstraction de la réalité d'une ville désormais sous blocus, des dégâts considérables qui ont été causés, et des dommages durables infligés aux infrastructures d'Odessa, à ses infrastructures portuaires, ainsi qu'aux navires qui tentent d'atteindre Odessa ou d'en repartir, et qui sont maintenant régulièrement attaqués par les Russes. C'est, à certains égards, un article intéressant du Financial Times, parce que c'est le premier long papier, le premier article de fond dans les médias britanniques qui montre la moindre volonté de reconnaître la réalité de ce qui se passe à Odessa et sur la côte ukrainienne de la mer Noire. Je dis ça comme ça. Mais enfin, voilà la réalité à Odessa. La situation y est devenue tellement implacable que même le Financial Times a dû y consacrer un long article. Mais ce dont parle bien sûr le Financial Times, c'est de la pression exercée sur Odessa depuis la mer et depuis les airs. Et il ne parle pas de la destruction systématique par la Russie des liaisons routières et de transport d'Odessa vers l'ouest. Et apparemment, là où la destruction de ponts a provoqué des embouteillages importants,
ou de longues files de véhicules à l'arrêt, incapables d'avancer, les drones russes ont aussi été très actifs. Ils ont attaqué au moins certains de ces véhicules. Je ne vais pas essayer de spéculer ou de deviner de quoi il s'agissait. Il y a quelques semaines, de nombreux médias, y compris occidentaux, ont relaté des attaques ukrainiennes contre l'autoroute de Novorossiya. Elle relie la Crimée à la Russie elle-même, en passant par le pont terrestre vers la Crimée depuis le Donbass, la région de Zaporojie et aussi la région de Kherson. Aujourd'hui, la situation le long de l'autoroute de Novorossiya a été stabilisée selon les Russes. Ils y ont installé des défenses aériennes et on entend moins parler de drones ukrainiens attaquant des véhicules routiers sur cette autoroute. Ce sont désormais des drones russes qui opèrent le long des routes à l'ouest d'Odessa et qui frappent les véhicules qui y circulent, en leur infligeant autant de dégâts qu'ils le peuvent. Cela me ramène à un sujet dont j'ai parlé à de nombreuses reprises dans beaucoup d'émissions. Ces drones russes qui attaquent des véhicules sur les routes au nord et à l'ouest d'Odessa sont vraisemblablement des drones de moyenne portée, ou peut-être un certain type de drone Geran, mais contrôlés par des opérateurs au sol depuis le territoire russe. Sinon, comment pourraient-ils attaquer des véhicules isolés? Cela signifie qu'ils doivent recevoir des signaux d'opérateurs au sol. Comment reçoivent-ils ces signaux? Là encore, l'hypothèse la plus probable est qu'ils les reçoivent par l'intermédiaire du système Rasvet. Dans les médias ukrainiens aujourd'hui, et plus encore sur les réseaux sociaux ukrainiens, on constate une inquiétude croissante face au développement de Rasvet, l'équivalent russe de Starlink. Les Ukrainiens reconnaissent de plus en plus que Rasvet entre en service à un rythme bien plus rapide qu'ils ne l'avaient prévu. Et cela suscite une alarme, une inquiétude et une préoccupation extrême en Ukraine même. Et je ne vois pas d'autre explication au fait que ces attaques de drones sur les routes au nord et à l'ouest d'Odessa, dans des endroits où l'on ne s'attendrait pas à voir des attaques de ce type menées par les Russes et où ils n'en avaient jamais mené auparavant, doivent être, ou du moins je penserais qu'elles doivent être, une manifestation supplémentaire de ce fait. Et apparemment, la constellation de satellites Rasvet continue de se renforcer. Les satellites lancés lors du deuxième lancement, il y a 2 semaines, sont maintenant en cours de mise en position. Et je m'attends à ce que l'utilisation de Rasvet s'élargisse progressivement au cours de l'année à venir, jusqu'à ce que l'ensemble complet de satellites soit opérationnel au-dessus de l'Ukraine, probablement à un moment donné en 2027. Quoi qu'il en soit, ces attaques contre Reni et Ismail, comme je l'ai dit, font partie des attaques contre ce système de transport. Et là, on ne parle plus simplement d'un blocus d'Odessa ou des ports ukrainiens de la mer Noire. Ce que nous voyons évoluer progressivement, c'est un blocus russe de l'Ukraine dans son ensemble, par voie terrestre, maritime et aérienne. Au tout début de l'opération militaire spéciale, après que les puissances occidentales ont annoncé qu'elles allaient commencer à fournir à l'Ukraine toutes sortes d'armes, des obusiers M777, des HIMARS, des lance-roquettes multiples, puis par la suite des chars, des véhicules blindés, ce genre de choses, il y a eu énormément de débats et de discussions, surtout, je dois le préciser, sur Internet, côté russe et pro-russe. La question était de savoir pourquoi les Russes n'interceptaient pas, n'entravaient pas, n'attaquaient pas ces livraisons de matériel militaire occidental au moment où elles entraient en Ukraine. Et là, je peux exprimer mon propre point de vue. Je pense qu'au début de 2022, le Kremlin, pour des raisons politiques, était très réticent à l'idée d'imposer un blocus maritime à Odessa, même si, à mon avis, les Russes ont toujours eu les capacités de le faire. They understood that there would be uproar
Ils ont compris qu'il y aurait un tollé et des protestations de la part du Sud global, ainsi qu'une grande campagne autour des restrictions imposées aux exportations ukrainiennes de céréales et d'autres produits alimentaires. Le Kremlin a donc hésité, pendant les premiers mois de l'opération militaire spéciale, à imposer un blocus maritime et aérien à Odessa. J'imagine que les militaires russes, étaient probablement très mécontents de cela. Puis, bien sûr, en juillet 2022, l'accord sur les céréales est arrivé, puis a fini par prendre fin. Mais aujourd'hui, les militaires russes ont manifestement, comme on l'a vu depuis le début du mois de juillet, reçu le feu vert. Et le blocus maritime de l'Ukraine, d'Odessa et des ports ukrainiens de la mer Noire est en place. Quant aux attaques, il s'agit de tenter d'empêcher le trafic routier et ferroviaire entrant en Ukraine avec du matériel militaire. Des chars, des véhicules blindés, des obus d'artillerie, des explosifs, des obusiers M767, des systèmes patriotes et tout le reste. Je soupçonne d'ailleurs que la plus grande partie de ce matériel a été livré à l'Ukraine par voie maritime, via Odessa, parce qu'il est encombrant. Mais une partie, au moins, a aussi été acheminée par train. Je pense qu'en 2022, les Russes n'avaient pas la capacité d'attaquer les trains ukrainiens. Les trains sont des cibles mobiles. Les Russes ne disposaient pas de munitions rôdeuses, ni de drones Geran capables de frapper les trains alors qu'ils étaient en mouvement. Il semble qu'ils commencent maintenant, progressivement, à en acquérir. Ces drones Geran deviennent plus efficaces. Leur rayon d'action géographique s'élargit, parallèlement à l'extension du système Razvedka. Au cours des dernières 24 heures, les Russes ont publié des informations sur la destruction de 2 locomotives ukrainiennes supplémentaires. Comme nous le savons, ils ont attaqué et détruit des stations de remplissage de gaz dans l'est et le centre de l'Ukraine. Il est probable qu'ils le fassent bientôt aussi dans l'ouest de l'Ukraine, dès que les drones Geran pourront y opérer en étant guidés par le système Razvedka. À partir de ce moment-là, l'interdiction active des transports venant de l'Ouest, par route et par rail, vers l'Ukraine deviendra possible. Cela permettrait d'empêcher l'arrivée en Ukraine de drones et d'autres équipements militaires, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Et cela affectera, là encore, de manière drastique, les opérations de l'armée ukrainienne dans cette guerre. Cela me ramène évidemment à l'épineuse question des ponts sur le Dniepr. The vexed subject of the Dnieper bridges. Much commentary again in. Une fois encore, de nombreux commentaires circulent en Russie, sur Internet russe et sur les réseaux sociaux russes, ainsi que sur les réseaux sociaux occidentaux, au moins dans une certaine mesure alignés sur les Russes, pour se demander pourquoi les Russes n'ont pas attaqué les ponts sur le Dniepr. Moi-même, j'ai spéculé à ce sujet et je me le suis demandé. Les Russes disposent désormais, sans équivoque, des moyens de détruire ces ponts. Ils ont des missiles hypersoniques et des bombes lourdes en abondance. Et ces ponts, aussi solides soient-ils indéniablement, pourraient certainement être détruits par les forces et les équipements militaires dont disposent les Russes. Avec l'effondrement des défenses aériennes ukrainiennes, l'armée de l'air russe, les bombardiers Sukhoi 34, peut s'approcher des ponts et y larguer des bombes lourdes. Cela provoquerait des destructions massives, y compris sur les ponts eux-mêmes. Mon hypothèse doit désormais être que les Russes ne veulent pas détruire ces ponts parce qu'ils ont un projet à long terme les concernant et qu'ils ont probablement élaboré ce projet. À un moment donné, en 2022. Et les Russes, lorsqu'ils élaborent un plan, ont l'habitude de s'y tenir. L'interception et la destruction des approvisionnements occidentaux ne vont pas se produire sur le Dniepr, au niveau des ponts. Elles vont se produire plus à l'ouest, à mesure que la capacité des drones Geran à opérer dans les régions occidentales de l'Ukraine
augmente régulièrement. Et je pense que c'est la réalité que nous allons voir se dérouler au cours des prochains mois de la guerre. Le développement de la Razvedka, je le soupçonne, a changé la donne. C'est manifestement quelque chose sur lequel les Russes travaillaient et dont ils ont particulièrement accéléré le développement après le début de l'opération militaire spéciale, comme les militaires russes eux-mêmes aiment à l'appeler. Et Poutine, je le remarque, répète désormais cela tout le temps. And Putin, I notice now, repeats this all the time. Obviously, he's taken this from the Russian military. The Russians like De toute évidence, il tient cela de l'armée russe. Les Russes aiment procéder de manière rythmée. Ils aiment faire les choses de façon à ce que tout se déroule simultanément pour un effet maximal. Donc au moment où Razvedka entre en service, c'est là que vous imposez un blocus maritime à Odessa. À mesure que Razvedka continue de se développer, les drones Geran que vous produisiez et modifiez déjà pour des opérations à longue portée, loin à l'intérieur de l'ouest de l'Ukraine, vous les équipez de moteurs à réaction, de capteurs de guidage optique, de dispositifs de brouillage pour neutraliser les systèmes ukrainiens de guerre électronique. Eh bien, vous faites tout cela pour que tout soit prêt et puisse être mis en œuvre en même temps, avec un effet maximal. At maximum effect. It's not the style. Ce n'est pas le style de guerre occidental, où, en gros, on engage tout dans la bataille dès que c'est prêt. Les Russes, comme plusieurs personnes l'ont souligné, il y a un bon article qui vient d'être publié sur la manière russe de faire la guerre et sur la nature de l'armée russe, à la fois ses forces et ses faiblesses. Il explique aussi comment, parfois, leurs doctrines sont élaborées avant qu'ils aient les capacités de les appliquer. Bref, c'est un bon article de l'historien Alexander Hill qui m'a été signalé par l'historien Jeff Roberts. Et si vous voulez le retrouver, vous pourrez voir comment Alexander Hill décrit l'adaptation de l'armée russe aux conditions du conflit pendant la guerre. The conditions of conflict in the war. I think adaptation. Je pense que l'adaptation en fait certainement partie. Mais, encore une fois, je pense qu'il y a aussi eu beaucoup de planification, de prévoyance et de calcul. Cela remonte à la décision de commencer à produire les drones Geran en s'inspirant du modèle initial venant d'Iran, aux installations de production créées pour les fabriquer, au travail du système satellite Razvedka et à toutes les autres choses dont j'ai parlé. Donc ce que nous allons voir bientôt, c'est une situation dans laquelle l'ensemble de l'Ukraine sera assiégé. Déjà, le trafic aérien civil au-dessus de l'Ukraine est impossible. Il serait extrêmement dangereux pour des avions de transport ukrainiens d'essayer d'atterrir dans des aéroports ukrainiens. Et, à ce que je peux voir, personne n'essaie même de le faire. Donc, déjà dans une large mesure, il y a un blocus aérien, il y a un blocus maritime, et bientôt il y aura aussi de fait un blocus terrestre. Tout cela se déroule évidemment parallèlement aux attaques contre le système énergétique, le complexe militaro-industriel, toutes ces choses-là. Encore une fois, je pense, en Occident, les gens ne comprennent pas la dimension totale de cette guerre. On a beaucoup dit, il ne s'agissait pas d'une guerre totale. Ce n'est certainement pas une guerre totale du point de vue de la Russie. Les Russes n'ont pas beaucoup mobilisé. Ils n'ont pas mis toute leur économie sur le pied de guerre, contrairement à ce qu'on lit souvent en Occident. Mais l'Ukraine, qu'elle le veuille ou non, est bel et bien confrontée à une guerre totale. Une guerre totale ou, si vous préférez, un siège total, qui lui est imposé depuis l'extérieur de l'Ukraine. Eh bien, voilà où nous en sommes avec les blocus aériens, terrestres et maritimes. Ils se resserrent en permanence. L'article du Financial Times, je pense, ne saisit pas l'ampleur totale, comme je l'ai dit, de ce qui se passe. La situation sur les lignes de front reste aussi très sombre pour l'Ukraine. Cela dit, bien sûr, le président Zelensky, comme il le fait toujours, aime revendiquer des victoires énormes et spectaculaires. Ces dernières heures,
Il a affirmé que les Ukrainiens avaient remporté une grande bataille dans la région de Zaporojie et qu'ils avaient repris de vastes territoires aux Russes. Les Ukrainiens ont publié toutes sortes de vidéos censées confirmer la reconquête de tous ces territoires, qui, je dois le préciser, se trouvent dans le nord-est de la région de Zaporojie. Il y a déjà des doutes, y compris des doutes exprimés par certains commentateurs ukrainiens. Des affirmations ont circulé selon lesquelles certaines vidéos, que soit dit en passant, je n'ai pas vu, certaines vidéos publiées par Zelensky et les Ukrainiens pour prouver ce grand succès dans le nord-est de Zaporizhia seraient en réalité très anciennes. Certaines dateraient, apparemment ou prétendument, de novembre 2025. D'autres remonteraient au début de cette année. J'ai vu une affirmation selon laquelle aucune de ces vidéos ne serait postérieure à la mi-juillet de cette année. C'est dans cette même zone que les Russes ont récemment capturé un village appelé Novipolye, du moins d'après ce que je peux en dire. Rappelez-vous, je ne suis pas très bon avec les cartes. Remember, I'm not good at maps. And the Russian capture of Novipolye. Et la prise de Novipolye par les Russes ne semble pas compatible avec le succès d'une contre-attaque ukrainienne dans cette zone. Certains commentateurs ukrainiens disent apparemment que Zelensky parle de gains historiques que les Russes ont depuis annulés. Il est certain que les Ukrainiens ont mené des contre-attaques dans cette même zone plus tôt cette année. Et il se peut que, comme il le fait parfois, Zelensky mélange des informations sur des contre-attaques antérieures qui ont finalement échoué, avec des affirmations de contre-attaques réussies aujourd'hui. Évidemment, pour impressionner les Américains et les puissances occidentales, et peut-être la partie du public ukrainien qui soutient encore la guerre. Je dis ça comme ça. Et sans doute aussi, au moins dans une certaine mesure, pour maintenir son propre moral. Maintenant, concernant ces contre-attaques ukrainiennes, je penche pour l'analyse de Scott, de Calibrated, qui évoque les mouvements de va-et-vient des troupes ukrainiennes et russes, précisément dans cette zone. Selon Scott, il s'agit d'une vaste étendue de steppes, de champs ouverts comparables aux prairies. Il y a très peu de grandes agglomérations susceptibles de servir de point d'ancrage à d'importantes forces. Les fortifications sont très rares. Ni les Russes, ni les Ukrainiens ne maintiennent de grands effectifs dans cette zone. Les lignes de front, autrement dit, sont très mouvantes. De petits groupes de soldats russes peuvent opérer bien derrière des positions où se trouvent des troupes ukrainiennes. Et bien sûr, cela fonctionne aussi de la même manière dans l'autre sens. Donc, c'est probablement, très vraisemblablement, ce qui se passe. Il n'y a pas eu de véritable offensive ukrainienne. Il s'agit plutôt d'une situation où les Ukrainiens infiltrent des forces dans des zones derrière d'autres positions russes, tandis que les Russes infiltrent simultanément des forces derrière des positions ukrainiennes. Vous pouvez regarder la dernière vidéo que Scott, de Calibrated, a publiée sur sa chaîne. Vous verrez la manière soigneuse dont il explique tout cela. Quoi qu'il en soit, le problème avec les affirmations de Zelensky sur des contre-attaques réussies, et plus généralement avec les affirmations ukrainiennes sur des contre-attaques réussies, c'est qu'elles ont été formulées si souvent qu'elles se sont presque toujours révélées soit fictives, soit, au mieux, éphémères. L'automne dernier, par exemple, il y a eu toute cette agitation autour de Kupiansk. Les Russes ont annoncé la prise de Kupiansk. Peu après, Zelensky a affirmé que les Ukrainiens avaient remporté une grande victoire à Kupiansk. Il s'est fait filmer près d'Estella, située à 2 kilomètres de Kupiansk, et a laissé entendre que cela prouvait bien que Kupiansk était sous contrôle ukrainien.
Beaucoup de gens ont adhéré à au moins certaines de ces affirmations et ont accepté le récit selon lequel les Ukrainiens avaient lancé une sorte de contre-offensive à Kupiansk. Le général, dans cette zone, soit dit en passant, le général ukrainien, était le général Drapati. Et peut-être que sa volonté d'adhérer à cette histoire d'une contre-offensive réussie à Kupiansk, qui ne lui a causé aucun tort politique en Ukraine, il faut le préciser, a pu alimenter le récit selon lequel il serait un tacticien brillant et amener Zelensky à le considérer plus favorablement. Tout cela a pu se produire. Mais le fait est que, comme pratiquement tout le monde le reconnaît désormais, Kupiansk est aujourd'hui fermement sous contrôle russe. En fait, selon Poutine, et je ne doute pas qu'il ait raison, les Russes se trouvent désormais à quelque distance à l'ouest de Kupiansk. Autrement dit, Kupiansk est derrière eux. Donc, compte tenu de cet historique, et j'ai simplement cité l'exemple de Kupiansk parce qu'il est bien connu et relativement récent, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Compte tenu de cette habitude qu'ont les Ukrainiens et Zelensky de revendiquer toutes sortes de succès sur le champ de bataille, qui sont pour l'essentiel le produit de son imagination, pourquoi prendre au sérieux ces affirmations sur de réussies contre-attaques ukrainiennes dans la région de Zaporizhia? Les Ukrainiens ont sans aucun doute mené des contre-attaques dans la région de Zaporizhia plus tôt cette année. Syrski, le précédent commandant ukrainien, semble y avoir accordé une grande importance. Il a compris que ce serait un désastre pour l'Ukraine si elle perdait Orekov et si les Russes atteignaient la ville de Zaporozhye et le Dniepr. Un désastre. Mais le consensus qui se dégage, c'est que toutes ces contre-attaques ukrainiennes menées auparavant dans la région de Zaporozhye n'ont fait qu'affaiblir les Ukrainiens eux-mêmes. Les pertes ukrainiennes ont été énormes pour des gains éphémères. Et bien, apparemment, la crise que les Ukrainiens subissent aujourd'hui à Orekov, dont j'ai longuement parlé dans l'émission d'hier, est en grande partie le résultat de l'affaiblissement des troupes ukrainiennes à Zaporozhye, à cause des pertes qu'elles ont subies lors de ces contre-offensives. Cela étant dit, permettez-moi bien sûr d'ajouter toujours cette réserve. Moi-même, je ne suis pas sur place. Je ne suis pas sur place. Et je ne peux donc pas confirmer ni contredire directement les affirmations sur ce qui s'y passe. J'ai exposé ce que je pense. Si d'autres estiment en savoir davantage, ils sont bien sûr les bienvenus pour m'écrire à ce sujet ou pour expliquer ce qu'ils savent dans les commentaires de cette vidéo. Voilà donc la situation à Zaporozhye. Et en fait, à ma connaissance, la situation des Ukrainiens, des troupes ukrainiennes encerclées à Orikhiv, continue de se dégrader. À ce propos, l'aviation russe bombarde actuellement très intensément le nord d'Orikhiv. Et il semble que les routes, les voies de ravitaillement vers Orikhiv, qui sont probablement déjà coupées par les armées russes avançant depuis l'Est, soient elles aussi en train d'être coupées plus près d'Orikhiv, touchées par des drones russes opérant à proximité même de la ville. La crise là-bas s'aggrave donc probablement, et nous en apprendrons sans doute davantage au cours des 2 prochains jours. Bien sûr, ce n'est pas seulement à Orikhiv, dans l'oblast de Zaporizhia, que se déroulent des opérations dans cette guerre au sol. Un nombre important d'informations commence désormais à filtrer depuis des sources russes, y compris le ministère de la Défense, au sujet de combats à Oleksievo-Drushkivka, une petite ville située juste au sud de Drushkivka, qui fait elle-même partie de l'agglomération Sloviansk-Kramatorsk. Les Russes mèneraient actuellement de violents combats à l'intérieur d'Oleksievo-Drushkivka. Ils affirment toutefois que les défenses ukrainiennes dans cette ville ne sont pas particulièrement solides. Le ministère russe de la Défense a publié le commentaire d'un commandant russe opérant précisément dans cette zone. Ce commandant affirme que les forces ukrainiennes opposent de moins en moins de résistance
et commencent à se replier. Resistance and are beginning to retreat. Well, that may be propaganda. Eh bien, cela peut être de la propagande. Je ne sais pas. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas sur place. Mais il me semble qu'il est au moins possible que les événements se déroulent effectivement ainsi. Cela aurait du sens, parce qu'avec la chute de Konstantinovka, l'avancée russe dans les villages à l'ouest de Drushkivka et d'Olexievo-Drushkivka, comme Toretske et un autre village appelé Petrivka, dont le ministère russe de la Défense a déclaré ce matin s'être emparé, et avec les Russes, qui ont désormais, semble-t-il, définitivement chassé les troupes ukrainiennes du territoire fortement fortifié à l'est de Konstantinovka et à l'ouest de Chassiv Yar, que les Ukrainiens occupaient auparavant. That the Ukrainians had previously occupied. It's looking to me as if Alexeyevo-Drushkivka. Il me semble qu'Alexeyevo-Drushkovka est désormais pratiquement encerclé par les Russes sur 3 côtés. Et comme les Russes contrôlent le ciel et les drones, je pense que les défenses de cette ville en particulier vont être très, très difficiles à maintenir, du moins longtemps. Donc, Alexeyevo-Drushkovka, les défenses commencent peut-être elles aussi à s'effondrer. Et puis, nous n'avons pas eu beaucoup de nouvelles de Dobropilya. Mais les derniers rapports que j'ai vus venant des Russes faisaient état de leur assaut réussi. Et si vous allez sur les réseaux sociaux ukrainiens, sur les chaînes Telegram ukrainiennes, vous y trouverez beaucoup d'inquiétudes et d'alarmes quant à ce qui se passe réellement dans la région de Dobropilya. In the Dobropilya area. And then there's been more reports of Et puis, de nouveaux rapports font état de nouvelles avancées russes depuis l'Est en direction de Kramatorsk et de Slaviansk. Les Russes se rapprocheraient et des combats seraient en cours à Nikolaïevka ainsi qu'à l'ouest de Slaviansk, où de violents affrontements auraient lieu. Et aujourd'hui encore d'ailleurs, le ministère russe de la Défense a publié des rapports de 2 officiers russes qui affirment se trouver à Liman. Ils disent que les opérations de ratissage se poursuivent à Liman et dans les environs, donnant à nouveau l'impression que Liman dans son ensemble est sous contrôle russe. Peut-être qu'une force ukrainienne est encerclée près de Liman contre une rivière et que les Russes attendent la destruction de cette force avant d'annoncer la prise de Liman. they announce the capture of Liman. There are some claims that the Ukrainians are conducting some Selon certaines affirmations, les Ukrainiens mèneraient une sorte d'offensive contre les Russes depuis le nord, en direction de Liman, depuis la zone de Borovaya. Mais cela ne semble pas correspondre au rapport russe, qui indique que les Russes contrôlent bien Liman. Et encore une fois, les rapports russes faisaient état d'un encerclement du groupement ukrainien dans la zone de Borovaya par les Russes. Ce sont les tout derniers rapports russes, datant d'il y a seulement quelques jours. Là encore, cela ne semble pas cohérent avec les affirmations d'une contre-offensive ukrainienne en direction de Liman depuis cette zone précise. towards Liman from this particular area. Now, having said this, it would be Cela étant dit, il n'est pas surprenant que les Ukrainiens cherchent à défendre farouchement cette zone en particulier. Même si Alexeyevka, Drushkovka elle-même et Dobropilya sont sans doute plus importantes sur le plan stratégique. Gardez à l'esprit qu'une prise par la Russie de Liman, de Nikolaïevka, de la centrale thermique de Slaviansk et de Borovaya, juste au nord, combinée à la prise russe de Siversk il y a quelques mois, au contrôle de Kupiansk et aux avancées russes au nord, dans la région de Kharkiv, autour de Belykolodyaz, que les Russes ont également pris, puis à leur progression vers le sud jusqu'à Veliki Burluk. Si tous ces autres lieux ukrainiens commencent à tomber, alors les Ukrainiens seront en crise. there is a crisis for the Ukrainians. At the very least, all of the gains they Au minimum, tous les gains qu'ils ont réalisés lors de la contre-offensive de Kharkiv en 2022, leur seule victoire vraiment nette dans cette guerre jusqu'à présent, risquerait d'être annulée. Nous verrions très probablement, et assez rapidement, les Russes réoccuper des villes comme Izium et Balaklia,
ce qui les ramènerait jusqu'au fleuve Donets. Et bien sûr, l'enjeu de tout cela, c'est que si les Russes tenaient ces positions, ils menaceraient non seulement les grandes villes du nord de l'Ukraine, Kharkiv, Sumy, Tchernihiv, ce qui serait effectivement le cas, mais potentiellement Kiev elle-même. Je le répète, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, pour Zelensky lui-même, Odessa, le Donbass, tous ces lieux, aussi importants soient-ils, ne peuvent pas rivaliser en importance avec Kiev. In importance with Kiev. If the Ukrainians lose Kiev, Si les Ukrainiens perdent Kiev, alors le gouvernement de Zelensky risque de perdre le contrôle de l'Ukraine. Et Zelensky lui-même, je pense, défendra probablement Kiev jusqu'au bout. Je me souviens de ce qu'un soldat d'Azov m'a fait dire, par l'intermédiaire d'un tiers, il y a plus d'un an. C'est à Kiev que les forces d'Azov prévoient au final de livrer leur dernier combat. Donc, un effondrement des défenses ukrainiennes dans le nord du Donbass rapproche cette perspective. Bien sûr, si les Russes atteignent Kiev avec une puissance bien plus grande qu'en 2022, et si tout ce que j'ai dit au cours de cette émission sur l'effondrement des liaisons de transport et d'énergie, avec l'effondrement du réseau routier, parce que les stations-service ont été pour la plupart détruites et que les locomotives ont été endommagées. Et avec des drones, Geran 4 et Geran 5 qui opèrent dans le ciel de l'ouest et du centre de l'Ukraine, guidés par des opérateurs russes et recevant leurs signaux du système Rasvet. Si tout cela se produit, alors bien sûr nous n'aurons plus un siège de l'Ukraine. Nous aurons un siège de Kiev. Et les responsables politiques et militaires ukrainiens qui, dans un tel scénario, voudraient encore défendre Kiev, seraient, de fait, piégés sur place. Quoi qu'il en soit, tout cela s'éloigne de plus en plus dans le temps. Mais revenons maintenant à ce que Vladimir Poutine a dit au commandant de la flotte du Pacifique, et dont j'ai parlé hier. À savoir que désormais la marine russe a reçu des ordres clairs. Et je veux le souligner, c'est quelque chose que le Kremlin, que le commandement russe a ordonné. Des ordres clairs pour saisir les navires qui participent au commerce avec l'Occident. Si les gouvernements occidentaux commencent maintenant, ou plutôt persistent dans leur habitude, à saisir et immobiliser des navires faisant du commerce avec la Russie et à immobiliser, ou plutôt à saisir et confisquer leur cargaison. Alors je vais en dire ici un peu plus que ce qui est, je pense, publié ouvertement. Je crois que cela provoque une panique totale ici, à Londres. Les Britanniques savent parfaitement que leur marine actuelle est à peine en mesure d'empêcher les Russes de saisir des navires occidentaux assurés à Londres par Lloyd's et Zoetermeer, Ordfer Pacific. On the high seas in the Asia-Pacific region. If that to happen, I suspect that Lloyd's would. Si cela devait arriver, je pense que Lloyd's refuserait de verser les indemnités d'assurance. Il ferait valoir, à juste titre selon moi, qu'il s'agit d'un cas de force majeure. Mais bien sûr, si cela arrivait, les armateurs réfléchiraient peut-être à 2 fois avant d'assurer leurs navires à Londres, s'ils craignent que ces navires puissent être saisis par les Russes en haute mer. Et cela pourrait entraîner une certaine perte d'activité pour le marché de l'assurance londonien. Il ne faut peut-être pas en exagérer l'importance, mais Londres est un centre financier. L'assurance en est une composante majeure. Je pense que cela jouera un rôle. I suspect it will play a role. Beyond that, I think the British. Au-delà de ça, je pense que les Britanniques savent parfaitement que les Américains ne voudront pas intervenir pour protéger le transport maritime occidental dans le monde entier. Ou du moins, pas le transport maritime européen dans le monde entier. La marine américaine est sursollicitée et trop dispersée, même si elle reste la seule marine océanique au monde. Il y a eu une énorme vague de commentaires, y compris dans les médias américains, sur la situation terrible à bord de l'USS Abraham Lincoln, le porte-avions de la marine américaine
qui continuent de patrouiller dans le golfe d'Oman afin de faire respecter le blocus maritime de l'Iran imposé par la Maison-Blanche. The White House's sea blockade on Iran. And, well, there's been lots of reports, some very disturbing. Eh bien, de nombreux témoignages ont fait état de choses très inquiétantes et très troublantes. L'énorme pression que cela exerce sur les marins de l'USS Abraham Lincoln, qui, semble-t-il, n'ont pas fait escale depuis maintenant 9 mois. Il y a des pénuries de nourriture et d'autres fournitures, l'absence de café, le fait que certains marins à bord commencent à souffrir de stress aigu, et le lourd tribut que cela fait payer à l'équipage. Je me souviens que, il y a quelques mois, on entendait exactement la même chose au sujet de l'équipage de l'USS Gerald Ford, qui a finalement dû être ramené aux États-Unis. Là encore, il y avait toutes sortes de récits sur le mécontentement au sein de l'équipage et sur des problèmes. Et bon, je ne vais pas répéter tout cela, ni entrer dans les détails. I'm not going to repeat and go into the details of all of that. It's all over the media. If you want to track it down. On en parle partout dans les médias. Si vous voulez vérifier, vous trouverez. Je n'arrive pas à imaginer qu'une marine, quelle qu'elle soit, essaie de maintenir un blocus maritime de l'Iran, en pratique du golfe Persique, tout en conservant une forte présence navale pour contrer la Chine dans la zone Asie-Pacifique, tout en restant prête à soutenir l'OTAN dans l'Atlantique Nord, et en devant aussi être prête, si on le lui demande, à faire appliquer l'actuel embargo pétrolier contre Cuba. Je n'imagine pas qu'une marine américaine, déjà sursollicitée de cette manière, accueille favorablement les demandes des Européens visant à protéger leur navigation commerciale, alors que les Européens eux-mêmes se sont mêlés des navires russes qui transportent des marchandises russes. With ships trading in Russian goods. In fact, I think the US Navy. En fait, je pense que l'US Navy et le Pentagone seront furieux si on leur demande de faire cela. Et je pense que la Maison-Blanche le comprend très très bien. Je pense aussi que cela a été communiqué aux Britanniques. Eh bien, j'ai entendu dire que les militaires britanniques essayent maintenant, avec inquiétude, d'établir des contacts avec l'armée russe. En fait, la presse britannique en a parlé. C'est pas un secret. Des tentatives ont été faites pour contacter les Russes et établir des liens avec l'état-major général russe, ainsi qu'avec les états-majors de la marine russe à Moscou et à Saint-Pétersbourg. In Moscow and St. Petersburg. And it seems that to British. Et il semble qu'au grand désarroi des Britanniques, les Russes y soient réfractaires. Alors, est-ce possible? Est-ce possible que les Russes aient adressé des avertissements privés aux Britanniques et aux Européens pour leur dire que cette décision allait tomber? Et que les Russes aient déjà prévenu les Britanniques et les autres que la marine russe se prépare bel et bien à prendre des mesures de réciprocité et à saisir, disons-le ainsi, des navires marchands occidentaux? Cela ne pourrait-il pas aussi expliquer cette étrange réunion qui s'est tenue à Vienne il y a quelques semaines, en juillet, et dont j'ai parlé dans une émission précédente? La rencontre entre d'anciens diplomates britanniques et, semble-t-il, un ancien responsable du Kremlin. Et peut-être même que cela pourrait expliquer la réunion précédente qui a eu lieu à Bakou, en Azerbaïdjan, entre des entreprises allemandes et des hommes d'affaires russes, et qui semblait elle aussi être une tentative désespérée de rouvrir le dialogue avec les Russes. À la lumière de la guerre en cours, est-il possible que ce que les Européens craignent désormais, c'est d'être effectivement au bord d'une crise majeure avec les Russes? Que les Russes commencent à agir directement contre des actifs économiques occidentaux comme des navires, et que les Européens soient abandonnés par les Américains et se retrouvent livrés à eux-mêmes? Eh bien, j'ai dit que j'en avais entendu davantage que je ne pouvais en dire. Je crois comprendre qu'il y a beaucoup d'inquiétude à Londres face à ces évolutions.
Et même si je ne peux pas parler au nom des autres capitales européennes, je ne serais pas surpris qu'elles soient elles aussi fortement alarmées. Sur cette question précise de la saisie par les Russes de navires occidentaux, la réponse est en réalité très simple. Cessez d'entraver davantage la navigation russe, le transport maritime marchand russe. Cela a toujours été une erreur de faire cela, de tordre les lois, de tordre le droit maritime, pour s'en prendre à des pétroliers de la flotte fantôme, au motif qu'il pourrait y avoir un problème concernant la légalité du pavillon de complaisance utilisé. C'est l'argument juridique qui a été avancé. Cela peut paraître impressionnant, et cela peut même, jusqu'à un certain point, sembler juridiquement convaincant. Even be legally convincing. But of course, it's not an argument. Mais bien sûr, ce n'est pas un argument avancé de bonne foi, car de nombreux navires battent pavillon de complaisance. Beaucoup obtiennent ou arborent ces pavillons de complaisance sans les enregistrer correctement. Quiconque connaît le monde du transport maritime sait que ce genre de choses se produit en permanence. Et ce n'est généralement pas quelque chose qui pousse les gouvernements occidentaux à chercher à saisir ces navires. Si les Français, les Britanniques et les Suédois ont saisi des navires transportant des cargaisons russes, ce n'est pas parce qu'ils battaient pavillon de complaisance sans être correctement enregistrés. C'est parce que ces navires transportent des cargaisons russes. Or, comme chacun le sait, tout argument juridique avancé de mauvaise foi finit souvent par rencontrer des difficultés. Often runs into trouble. I should say that in maritime law, Je dois dire qu'en droit maritime, c'est probablement moins vrai que dans d'autres domaines du droit que je connais. Mon expérience du droit maritime, c'est que le formalisme y est au fond primordial et que les tribunaux ont peu de chances d'aller au-delà. Voilà, je le dis simplement. Mais cela étant dit, je le répète, s'appuyer sur un prétexte juridique qui pourrait fonctionner devant un tribunal, mais dont tout le monde sait qu'il est invoqué de mauvaise foi, ne vous aidera pas beaucoup s'il y a une crise mondiale, parce que les Russes sont occupés à saisir vos navires. Donc, ce qu'il faut faire, ce qui est juste, c'est arrêter de saisir ces navires russes. Il faut accepter que ce jeu auquel on joue depuis un an est dangereux et qu'il n'atteint pas ses objectifs. achieving its objectives. Will the Europeans do that? I don't know. Les Européens le feront-ils? Perhaps not. Je ne sais pas. With the Europeans Peut-être pas. is that Le problème avec les Européens, c'est que dans toute discussion de ce genre, ceux qui remportent toujours les débats sont ceux qui adoptent la ligne la plus dure. are those Ceux qui affirment que les avertissements russes ne sont que du bluff, qu'on peut humilier les Russes en saisissant des navires, et qu'il n'y aura aucune conséquence à le faire. Je ne pense pas que ce soit le cas du tout. and that there will be no consequence. Je pense que les déclarations russes ici sont parfaitement claires. Je ne pense pas que les Européens soient en position de quelque manière que ce soit de mettre cette hypothèse à l'épreuve. Mais moi, pour ma part, je pense qu'il est fort probable qu'ils le fassent. Et dans ce cas, nous pourrions connaître une crise majeure, avec des navires saisis, ce qui pourrait provoquer une nouvelle perturbation critique du commerce mondial. Et puis, parallèlement à tout cela, bien sûr, il y a eu d'autres tentatives pour faire pression sur les Russes. There's been other attempts to put pressure on the Russians, and of course the drone offensive is one. Now, Et bien sûr, l'offensive de drones en est une. Or, les Ukrainiens auraient apparemment reçu des Américains, du moins c'est ce qui se dit, la consigne d'arrêter d'attaquer la ville portuaire russe de Novorossiysk sur la mer Noire, parce que le terminal de la mer Caspienne s'y trouve. Et soi-disant, les Ukrainiens auraient dit aux Américains qu'ils n'attaqueraient pas les pétroliers faisant escale à Novorossiysk, au terminal de la mer Caspienne. Eh bien, la nuit dernière, les Ukrainiens ont mené une attaque massive contre Novorossiysk, des centaines et des centaines de drones. Et même si je n'ai pas entendu dire qu'ils visaient spécifiquement le terminal de la mer Caspienne, je pense qu'il est très peu probable qu'un capitaine de pétrolier ait envie d'emmener son navire dans un port attaqué de cette manière. would want
Donc, une fois de plus, nous voyons que si les Ukrainiens ont effectivement fait cette promesse aux Américains, ils n'y avaient aucune intention de tenir. Et franchement, je ne sais pas quoi penser de ces échanges entre les Américains et les Ukrainiens au sujet de Novorossiysk. Parce que les Américains pourraient assez facilement mettre fin aux attaques contre Novorossiysk en refusant de fournir aux Ukrainiens les données de ciblage. Soit les Américains sont divisés et une branche du gouvernement américain dit aux Ukrainiens d'arrêter, tandis que l'autre branche du gouvernement américain, l'État profond, si vous voulez, les services de renseignement, s'emploient à aider les Ukrainiens à continuer. Soit, comme je le soupçonne et comme la plupart des gens le croiront, toute cette histoire, selon laquelle les Américains s'opposeraient aux attaques contre Novorossiysk, est un faux. C'est une histoire lancée, peut-être pour rendre les braves gens de Chevron, les Kazakhs et les autres un peu moins mécontents. Et l'objectif de continuer à frapper Novorossiysk est toujours là. Or, ce qui rend tout cela particulièrement absurde, c'est que l'attaque contre Novorossiysk, impliquant des centaines de drones, semble avoir échoué. Les Russes ont désormais établi un cordon de défense aérienne très serré autour de Novorossiysk. Et apparemment, la grande majorité des drones ont été abattus. Certains disent que tous les drones ont été abattus et que le port n'a subi que des dégâts superficiels causés non pas par des drones ayant effectivement atteint leur cible, mais par les débris de drones abattus par les défenses aériennes russes. Là encore, j'ai déjà parlé du coût de ces drones, $60 000 l'unité. Je dis ça comme ça. $60,000 apiece. Just saying. It's been pointed out by Stanislav Kropivnik. Stanislav Kropivnik a fait remarquer que les Russes utilisent pour abattre ces drones des canons et des mitrailleuses guidées par radar et non des missiles, parce qu'il n'y aurait aucun intérêt à utiliser des missiles. On a donc des balles ou des obus qui ne peuvent coûter qu'un certain montant, utilisés pour abattre des drones qui coûtent $60,000 pièce. Comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, la logique financière, la logique économique de cette opération m'échappe complètement. Mais enfin, c'est une autre histoire. Je ne vais pas m'y attarder davantage. Quoi qu'il en soit, le fait est que les Russes renforcent constamment leur défense. Et l'offensive ukrainienne par drone va probablement, à un moment ou à un autre, commencer de toute façon à s'essouffler, faute de drones. Et comme Stanislav Kropivnik l'a également souligné, avec le changement de temps, le froid et le vent vont affecter ces drones ukrainiens très légers, propulsés par hélice. Les drones Geran, beaucoup plus aérodynamiques et qui sont désormais de plus en plus équipés de moteurs à réaction, seront beaucoup moins touchés. Mais quoi qu'il en soit, le temps d'automne, le vent, la pluie et tout le reste vont cumulativement faire s'essouffler l'offensive ukrainienne par drone. Mais les Russes font aussi autre chose, qui, je le soupçonne, va également jouer un rôle. J'ai mentionné il y a quelque temps dans des émissions précédentes que les Russes disposent bien d'avions AWACS, les Beriev A-50. Ils les ont utilisés occasionnellement dans l'espace aérien ukrainien pour abattre des chasseurs ukrainiens. Et pendant un temps, ils l'ont fait avec beaucoup de succès. Un A-50 a toutefois été endommagé au sol sur un aérodrome en Biélorussie, même si les dégâts étaient superficiels. Et des rumeurs ont circulé selon lesquelles les Ukrainiens, à l'aide d'un missile solaire, auraient réussi à abattre au moins un autre A-50 et peut-être deux autres. Quoi qu'il en soit, à cette époque-là, les Russes ne disposaient que d'environ 7 Beriev A-50 opérationnels. Il y en aurait pourtant eu 25 au total, stockés en Russie, dans des états de dégradation variables. Eh bien,
Selon les informations disponibles, au cours des 2 ou 3 dernières années, les Russes ont beaucoup travaillé pour remettre ces A-50 en service. Et ils commencent maintenant à réapparaître en plus grand nombre. And that they're now starting to appear in greater numbers, and pictures have appeared of at least one. Des images ont fait surface montrant au moins un A-50 remis à neuf, déployé dans l'ouest de la Russie. Now, Ces appareils, s'ils restent dans l'espace aérien russe, seront vraisemblablement en sécurité. Eh bien, il me semble qu'ils constituent l'arme idéale, ou plutôt le système idéal, pour observer les aéronefs, suivre les mouvements des drones ukrainiens et d'ailleurs des missiles de croisière ukrainiens de type Flamingo, puis guider les défenses aériennes pour les abattre. Et je soupçonne qu'au cours de l'automne et de l'hiver, nous les verrons de plus en plus utilisés. À ce moment-là, l'offensive ukrainienne de drones et de missiles contre la Russie s'essoufflera probablement jusqu'à quasiment disparaître. Mostly out of existence. I described at the start of this J'ai décrit au début de cette émission les perspectives bien plus terribles auxquelles l'Ukraine est confrontée, alors que les Russes s'en prennent au corridor de transport dans l'ouest de l'Ukraine. Là encore, je pense que tous ces facteurs en Occident doivent être pris en compte. Malgré ce que je viens de dire sur le fait que les démarches des Britanniques à Vienne, et apparemment celles de l'armée britannique auprès de Gerasimov et de l'état-major russe, ont été repoussées, je pense que les tentatives d'établir un dialogue avec les Russes vont devenir de plus en plus importantes dans les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense qu'à Londres, ils ne devraient pas renoncer. Je pense au contraire qu'ils devraient élargir et intensifier leurs efforts. And enhance their efforts. I think what they actually need to do, if I have to Je pense que ce qu'ils doivent vraiment faire, si je dois être franc, c'est essayer d'établir un dialogue avec les Russes au niveau politique. Et pour cela, il ne faut pas s'en remettre à des diplomates ou à des militaires à la retraite. Ces personnes ont leur utilité, mais elles ne peuvent aller que jusqu'à un certain point. Je pense qu'un appel du nouveau ministre britannique des Affaires étrangères, Ed Miliband, à Lavrov, à Moscou, et peut-être un déplacement d'Ed Miliband à Moscou, ou au moins une rencontre avec Lavrov dans une autre capitale, pourrait être la bonne voie à suivre. Et je pense qu'il faudrait le faire avec prudence, sans avancer de plan de paix ni de propositions que les Russes risquent fort de ne pas prendre au sérieux. Il s'agirait plutôt d'échanger des points de vue, de mieux comprendre la situation, et autrement dit, de préparer le terrain pour une forme d'ouverture diplomatique et pour les contacts qui devront venir. C'est en tout cas le conseil que je donnerais si quelqu'un me le demandait. C'est très mauvais que cela ne se fasse pas en ce moment. Il faut que cela se fasse maintenant. Certaines personnes en Europe ne seront pas contentes. Mais je pense que si les Britanniques le font, ils trouveront du soutien aux États-Unis. Et d'autres pays européens pourraient aussi les soutenir. Je dis ça comme ça. Maintenant, les Russes seront extrêmement sceptiques. Ils viennent une nouvelle fois de faire part de leur profond scepticisme à l'égard de tout ce qui vient des États-Unis. En ce moment, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Ryabkov, a de nouveau évoqué la visite envisagée de Witkoff et Kushner. Il a déclaré que les Russes étaient tout à fait disposés à rencontrer ces deux personnes, une fois qu'elles auront décidé exactement ce qu'elles viennent dire. C'est un message clair adressé aux Russes. Une nouvelle visite de Witkoff et Kushner, arrivant avec des plans vides et des propositions sans intérêt, serait très mal accueillie à Moscou. Plutôt que de perdre du temps avec des plans compliqués, auxquels les Russes ne croiront pas et qu'ils n'apprécieront pas s'ils sont élaborés, comme je le dis, par les Britanniques en ce moment, compte tenu de la situation actuelle au Royaume-Uni, il vaudrait bien mieux dire simplement à Lavrov: pouvons-nous nous rencontrer pour discuter? Et puis,
Lorsque cette discussion aura lieu, et je pense que le ministre des Affaires étrangères, peut-être aussi le ministre de la Défense et d'autres ministres devraient y être, la meilleure chose à faire serait peut-être d'écouter davantage que de parler. More than to speak. Anyway, that is my Quoi qu'il en soit, voilà les conseils entièrement non sollicités que je donne au gouvernement britannique. Je ne pense pas que qui que ce soit à Londres va les écouter, mais on voit chaque jour que le coût de ne pas parler aux Russes ne cesse d'augmenter. Quoi qu'il en soit, c'est ici que je vais conclure l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes: Locals, Rumble, X et Substack. Vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en vous rendant dans notre boutique. Les liens sont sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier que vous êtes bien abonné à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Passez une excellente journée. More from me soon. Have a very good day.